Chers amis internautes, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette émission qui s'appelle Le Monde et nous, vous le savez. Et en dépit de mon optimisme affiché dans cette actualité plutôt anxiogène, j'ai eu besoin d'un rayon de soleil à partager avec vous. Je suis donc très heureuse d'accueillir ce soir Yo-Yo Mag. Bonsoir Yo-Yo. Bonsoir. Yo-Yo Mag, vous exercez depuis toujours vos activités dans le monde de l'art et de l'art de vivre avec élégance et discernement. En tant qu'ami d'artistes, d'architectes et de designers, vous vivez au plus près de toutes les formes de la création contemporaine, tout en concevant des expositions pour les plus grandes galeries et les plus grands musées. Vous avez plus de 50 expositions internationales à votre actif. Vous avez été administratrice de la Fondation MAG, de la Galerie MAG et présidente de MAG Éditeur. Vous êtes une frondeuse. Dans les années 80, bien avant la chute du mur de Berlin, vous avez été la première à organiser des expositions en Tchécoslovaquie. Miro, Braque, Calder à Prague, mais aussi Aki Kuroda au musée de Bratislava. C'est vous qui m'avez fait connaître Aki Kuroda. Vous êtes à l'initiative de la première exposition de Miro en Turquie. Vous avez collaboré à la rétrospective présentée par les plus grands musées et les centres d'art internationaux. Au Centre Pompidou à Paris, la Royal Academy de Londres, le Münster Museum en Allemagne, Pera Museum à Istanbul, le musée de la Cité impériale de Pékin, l'Art Center de Pékin ou encore le musée d'Alan de Shanghai. Alors Yo-Yo, emmenez-nous dans votre tourbillon. Parlez-nous de la saga MAG, de votre grand-père, de la fondation, et puis de vos artistes préférés, de vos expositions, toujours dans des lieux enchanteurs. Je vous laisse la parole. On va mettre un PowerPoint. Yo-Yo m'a confié de nombreuses images que j'ai eu un mal fou à trier, enfin pas à trier, mais j'ai eu un mal fou à les sélectionner, à les choisir, sinon on passerait toute la soirée ensemble. Donc Eric, si tu veux bien lancer le diaporama, et Yo-Yo va commencer à commenter les images. Nous commençons par la première image de la première galerie qu'a ouvert votre grand-père à Cannes. Alors voilà, les images vont apparaître. Tu peux passer la suivante, Eric, s'il te plaît? Je peux commencer de toute façon. Bien sûr, merci. Mon grand-père, tout d'abord, merci de m'accueillir et merci de porter aussi l'art moderne et l'art contemporain au regard du public et de vos auditeurs et téléspectateurs. Alors, c'est vrai que mon grand-père a un parcours tout à fait unique, tout à fait exceptionnel, puisqu'il n'était évidemment pas du tout prédestiné à évoluer dans un monde artistique. Il était issu d'un milieu, je ne peux pas dire extrêmement modeste, mais on va dire modeste, puisque son père était ingénieur des chemins de fer et du nord de la France, donc vraiment ce côté, bon, un ch'ti, ce qui était de Hasbrook. Mais il a eu la chance, comme moi j'ai eu la chance, d'avoir un grand-père ouvert aux formes d'art. Et notamment qui lui a appris à jouer du violon, et de la mandoline, et surtout à travers la musique, à être passionné de musique contemporaine. Alors musique contemporaine, je parle, mon grand-père est né en 1906, donc c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle forme de musique, et c'est extraordinaire qu'il ait été comme ça initié par son grand-père. Bon, la Première Guerre mondiale faisant, il s'est retrouvé orphelin, récupéré par la Croix-Rouge, ballotté avec frères et sœurs à travers divers pays européens, Belgique, Hollande, Suisse, jusqu'à atterrir dans un village cévenol. Et puis, doué, aujourd'hui, très probablement, il aurait été diagnostiqué enfant précoce. Et bon, son enfance déjà est un roman, presque un roman à la Pagnol, ou à la Frédéric Mistral. Et il se retrouve à Cannes. Et effectivement, il ouvre. Alors, je ne sais pas si on voit l'image de la. Moi, je ne la vois pas à l'écran. Moi non plus, je ne la vois pas. C'est dommage parce que c'est. Bon, ben, on va raconter comme ça. Remarquez, j'ai un livre ici, alors je peux peut-être vous trouver quelques images.
Si, voilà, si le diaporama part pas, je peux montrer. Non, c'est pas celle-ci. Bon, je vous montre déjà Alors, ici. Voilà. Ici, vous avez, alors ça c'est sans doute à l'envers, non, peut-être c'est visible à l'endroit. Voilà la première Galerie Mag. En fait, c'est une imprimerie. Mon grand-père est imprimeur et va ouvrir en tant qu'ouvrier, d'abord, il va travailler en tant qu'ouvrier imprimeur, puis il va ouvrir une imprimerie, mais comme entre-temps, il a rencontré une très jeune femme, très rigolote, qui va devenir ma grand-mère, sa femme puis ma grand-mère. Elle est plutôt issue on va dire, d'une famille de gros commerçants cannois, et avec le pécule qu'elle a reçu pour leur mariage, ils vont ouvrir cette imprimerie. Et avant cela, quasiment en quelques mois, en étant ouvrier, mon grand-père a rencontré un artiste local, en tout cas qui vivait tout près de Cannes, et qui est venu réaliser une lithographie dans l'imprimerie Robaudy où il travaillait. Et cet artiste a été vraiment ébloui, c'est le mot, par la dextérité de mon grand-père, technique, pour réaliser cette litho. Alors, je sais pas, moi, j'ai à l'écran uniquement. Moi aussi, j'ai que l'annonce là sur l'écran. Je vous ai plus, je me vois plus, mais c'est pas grave, je peux faire des grimaces. Moi non plus, je vous vois pas, je vois que l'image de l'annonce. Mais je vous écoute parce que c'est passionnant. Écoutez, on peut remettre toutes les deux à discuter, et puis je vous montre quelques photos sur le livre, ou peu importe, l'histoire se raconte aussi sans photos. Et puis, dommage. Les photos, vous pouvez en retrouver énormément de toute façon sur mon site, où je mets beaucoup d'archives. Ce sont des photos d'archives vraiment avec beaucoup de... Nous voilà revenus. Donc, il y a beaucoup de choses sur mon site. Vous retrouverez énormément de photos. Il y a des rubriques spéciales archives ou historique mag, ou voilà. Et donc, il ouvre cette imprimerie et il rencontre cet artiste, et cet artiste deviendra son mentor. Et ce n'est autre que Pierre Bonnard. Et Bonnard, vraiment, qui n'a pas d'enfant, comme beaucoup d'artistes n'ont pas d'enfant, se prend d'une affection, c'est plus qu'une amitié, d'une affection pour mon grand-père Aimé Mag, et va l'accompagner comme ça. Et mon grand-père dira, sans Bonnard, je serais resté conventionnel et je ne serais sans doute pas allé vers l'art vivant, c'est-à-dire vers l'art contemporain. Et c'est assez étrange, et j'aime beaucoup cette pensée, de réfléchir au fait que Bonnard, c'est le peintre du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, c'est le maître des nabis. Eh bien, c'est lui qui va initier mon grand-père à l'art contemporain. Je trouve ça absolument génial. Ils ont 40 ans d'écart, et c'est la passion au-delà même de son propre intérêt à lui, à Bonnard. Alors, justement, puisque ça, c'est des photos peut-être que je ne vous avais pas mises, là, je suis dans mon livre, dans ce fameux livre. Oui. Et donc, voilà, par exemple, je vous mets à l'écran. Que vraiment je recommande parce qu'il est très agréable à lire, et fourni d'anecdotes. Voilà, par exemple, un dessin de Bonnard qui représente ma grand-mère avec son second fils, avec Bernard, et puis Bonnard à la plage. Alors, mon grand-père, il a eu un truc incroyable, parce que c'est assez étonnant pour un orphelin déraciné complètement. Il a eu conscience, mais comme Picasso avait aussi cette conscience, de l'archive, en fait de la mémoire. Et Papy, par exemple, très vite, a acheté des caméras, acheté des appareils photo, a offert à son fils, à mon père, donc à Adrien Mag, une caméra juste avant la Seconde Guerre mondiale. Une caméra, c'était un salaire d'un ouvrier d'au moins un mois. Oui. Quand on trouvait des pellicules pendant la guerre, c'était encore plus difficile que de trouver l'appareil lui-même. Mais c'est ça qui m'a frappée, Yo-Yo, c'est de voir la richesse de toute cette iconographie que vous possédez, et avec votre générosité, vous la partagez avec tout le monde. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle chance, mais quel bonheur d'avoir ces photos, mais comment
À l'époque, quand il pensait à ce Pas qu'on sûre, je ne regardait, partage pas tout parce que les archives MAG sont incommensurables. je m'en doute. Je les ai rangées pendant des années. J'ai pas accès à tout aujourd'hui, mais peu importe. Alors, l'idée de partage, elle me vient là réellement de mon grand-père. Car papy, il faut pas oublier que bon, je vais passer très rapidement sur les premières années. Bon, je vous ai dit, il y a Bonnard comme mentor, puis arrive par les aléas de la guerre avec mon grand-père qui rend un service, qui rend service à des gens incroyables pendant la guerre, qui collabore à une galerie avec Jean Moulin, une galerie à Nice, qui utilise sa petite imprimerie pas seulement pour imprimer des affiches, donc évidemment, étant en zone libre, il a évidemment imprimé beaucoup de choses pour la résistance, bien que il était surveillé. Et en fait, il arrête tout quand Jean Moulin est arrêté. Et là, c'est Matisse qui rentre Oui. dans le jeu. Et du coup, aidé de Bonnard et de Matisse, mon grand-père ouvre une galerie à Paris en 1945. Et Alors, Matisse a même fait le portrait de votre grand-mère. oui, il a fait plus d'une vingtaine de portraits de ma grand-mère. Et elle était très joyeuse, ma grand-mère. Elle avait un côté un peu, les anciens vont se souvenir, ou les cinéphiles, elle avait un côté un peu Orane de Mazie, vous voyez, ces petites bonnes Oui, femmes très pétillantes comme ça. Elles n'avaient chouchou de mon père. pas du tout leur langue dans leur poche. Oui, oui, je Et, vois. puis, et Bonnard a adoré dessiner ma grand-mère, et Matisse a adoré dessiner ma grand-mère. Quelle Et chance. justement, pendant que Matisse dessine ma grand-mère, ils sont filmés par mon père qui a à ce moment-là 12 ans et qui a une caméra. On est en 42, donc c'est pendant la guerre. Il a une caméra, il a des films et il filme son quotidien. Les seuls films qui existent au monde, alors qu'il existe beaucoup de photos, notamment parce que Vuillard en a pris beaucoup, les Oui, seuls films qui existent sur Bonnard sont les films pris par soit mon grand-père, soit mon père. Il n'y en a pas d'autres au monde. Alors que formidable. c'était quand même déjà un monument de l'histoire de l'art. En 42, vous imaginez, Bonnard, ce sont les nabis, c'est-à-dire Oui, c'est la fin du 19e. Eh oui, bien, 50 ans plus tard, personne ne pense à le filmer, sauf mon grand-père et mon père qui tient la caméra quand il a 10 ou 12 ans. formidable. Et par rapport justement au partage, mon grand-père, tout de suite, même quand il a fait la première exposition Matisse, ce n'était pas des tableaux à vendre, c'était didactique, c'est-à-dire qu'il a Ah montré des d'accord. tableaux avec les photographies de l'évolution quotidienne dans l'atelier de ces tableaux. Parce que Oui, Matisse photographiait ou faisait photographier par Lydia Deleterskaya, son assistante, les tableaux après chaque séance de pause. Donc déjà, la première exposition de mon grand-père, donc l'exposition Matisse, est déjà une chose de partage, c'est-à-dire nous détenons une information, toutes ces photographies, grâce à Matisse, nous les partageons avec vous. On ne met pas un alignement de tableaux à vendre ou un alignement de dessins à vendre, et c'était même un pari très risqué, car mon grand-père n'avait pas d'argent à ce moment-là. Il ouvre cette galerie avec l'aide de Bonnard qui lui confie ses tableaux à vendre. Donc il parie sur l'avenir. Mais dans la même quelle intuition en même temps. oui, papy, alors ça c'est vraiment une Pas caractéristique. forcément, pardon, pas forcément qu'au point de vue, valeur marchande, mais Non, 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 savoir détecter c'est des talents, savoir détecter les talents et savoir ceux qui vont perdurer, c'est extraordinaire. alors C'est un oui, visionnaire. et la raison pour laquelle il a été capable de 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 détecter ses talents et de travailler avec eux, Oui, c'était un homme extraordinairement, informé. Mon grand-père achetait les journaux dans quasiment toutes les langues, recevait des magazines du monde entier, avait des rabatteurs d'informations, souvent des jeunes artistes, des étudiants qui venaient lui raconter telle exposition à New oui, York, telle exposition en Italie, tel concert, puisqu'il a toujours été passionné de musique, tel concert, tel nouvel artiste, tel nouveau disque. Et c'est parce qu'il était extraordinairement averti sur son époque qu'il pouvait
anticiper celle qui allait venir. Si vous ignorez votre époque, vous ne pouvez pas faire des projections sur ce oui, qui va c'est ça. devenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait ce talent de visionnaire avec les artistes, les peintres, mais avec les musiciens et les écrivains également. Oui, parce que d'abord, mon grand-père, je vous ai dit, sa première initiation à l'art vient de son grand-père qui lui a appris non seulement à jouer de la musique, mais la musique contemporaine, mais également, lui, son rêve était d'être éditeur. Non, au départ, son rêve est d'être peintre. Ça, c'est certain, il voulait être artiste. Quand il s'est rendu compte qu'il ne serait pas le meilleur et qu'en plus, il avait fondé une famille, il a préféré se mettre au service des artistes. Et puis, quant aux écrivains, quand il était tout jeune, qu'il faisait 50 petits métiers pour se payer des livres, il a été subjugué par le mouvement surréaliste, mais plutôt par les écrivains que par les peintres, ou par les artistes plus largement. Et donc, il n'a jamais pu dissocier musique, poésie, écriture, peinture, photographie, sculpture, toutes les formes d'art. On n'en parle jamais, mais le jardin, mon grand-père était un passionné, absolument passionné de jardin. Aujourd'hui, c'est très banal de dire ça, mais mon grand-père, dès les fin des années 50, collectionne les orchidées qu'il recevait du monde entier. Il n'y en avait pas en France. Les gens venaient voir sa collection d'orchidées. Il avait fait très inspiré d'ailleurs par Giverny et par le jardin de Par Monet, le Monet. jardin de Monet, oui. Il avait fait un Éden de sa propriété à Saint-Paul-de-Vence, avec des coins très sauvages, d'autres presque comme de la forêt vierge, d'autres au contraire justement avec des bassins, avec des nymphéas, etc. Tout ça n'est pas innocent. Quand vous rentrez à la Fondation Mag, vous traversez comme un petit pont qui symbolise un pont-levis, et de chaque côté, vous avez des bassins avec des nymphéas. C'est un clin d'œil. Un clin d'œil à Monet, ça, oui. 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 Alors les gens ne se rendent pas compte, ils trouvent ça très beau. Et tant mieux qu'ils ne se rendent pas compte, et tant mieux finalement qu'on ne donne pas toutes les clés. Parce que, et là je reprends une phrase de Matisse, Matisse parlait d'une apparente facilité, il avait peur qu'on voit dans son travail une apparente facilité. Et bien la Fondation Mag, c'est ça aussi, c'est une apparente facilité, mais tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout a été calculé. Pas pour qu'on dise c'est formidable, ça a été pensé, c'est parce que le résultat est extraordinaire. Passer ce pré verdoyant, abrité par ces sublimes pins qui sont des chefs-d'œuvre. Il faut oser se confronter à la nature. Hein. Monet l'a fait, mon grand-père l'a fait, sous une autre forme, mais il l'a fait aussi. Oui. Oui. Donc voilà, il avait ce rapport, en même temps de très grande connaissance de l'histoire de l'art, parce que ça l'a passionné, immense connaissance de la littérature contemporaine et de la poésie contemporaine, du spectacle vivant, puisqu'il a accueilli à la Fondation Mag même comment ça s'appelait, les réunions annuelles du théâtre vivant. Il a organisé la Fondation Mag avec, je ne sais pas, la première fois que se produisent ensemble en France la compagnie de danse et de musique de John Cage et de Merce Cunningham, c'est à la Fondation Mag, sur des décors de Jasper Jones. Donc, donc tout ça est pas mal. Donc c'est ça mon grand-père. Il est passionné par toute forme de modernité. Il n'a pas hésité à faire installer des statues, des sculptures dans le jardin. On traverse des espaces magnifiques, on les découvre au fil de la promenade. Oui, d'abord parce que là aussi, c'est une question de partage. Alors, la Fondation Mag, c'est vraiment une question de partage. Quand vous décidez de faire une fondation et de la mettre sous le statut de fondation, ça n'est pas dès le départ. Ce n'est pas une fondation d'entreprise, ça n'est pas une fondation une association qui a le titre de fondation comme c'est relativement possible. Non, c'est une vraie fondation sans but lucratif,
qui doit être autonome financièrement, etc. Et il a donné une grande partie de sa collection, avec l'aide des artistes qui ont participé à ces donations. Il a doté la Fondation Mag d'une collection absolument exceptionnelle. Une des plus grandes collections de Giacometti au monde, le plus grand tableau de Chagall au monde, après la Fondation Miro, la plus grande collection Miro au monde, etc., etc. Et on voit bien qu'il a fait ça pour une question de partage. Il bénéficie d'un accès à l'art. Je cherche une photo. Il bénéficie d'un accès à l'art. Il veut que les autres en profitent. Alors, je vais vous montrer une photo qui est très importante parce que c'est la photo de l'inauguration de la fondation. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est, imaginez qu'à l'ouverture de la fondation, mon grand-père met ses 3 petites filles en première ligne. J'adore cette photo. Attendez, je dois la voir là. On est là, voilà. Tac, 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 ici. Oui. Donc, vous avez, hop, j'essaie de la cadrer à peu près, voilà. Vous avez ma sœur Florence qui tient un coussin et moi qui suis à côté, sous le regard de mes grands-parents, avec André Malraux au-dessus. Et il y a Miro qui est juste derrière, on voit la petite bouille de Miro derrière. André Malraux qui a fait le discours d'inauguration de la Fondation. Magnifique. Il était alors ministre de la Culture. Absolument. C'est pas rien. Je cherche la photo que j'aime beaucoup. Oh. Mais pardon, Yo-Yo, continuez, je vous écoute. Et imaginez un musée, une grande fondation aujourd'hui, où pour déclarer ouverte la fondation ou le musée, ce sont des enfants. Moi j'ai 5 ans, ma sœur Flo a 7 ans, mon autre sœur a 9 ans. Imaginez que ce soit 3 enfants qui ouvrent une grande fondation internationale. C'est inenvisageable. Mais c'était indispensable pour mon grand-père. Non pas parce qu'il était fou de ses petites filles, c'est parce que nous représentions les générations à venir. Oui, et donc, dans l'idée de partage, de j'y ai accès, je veux que vous y ayez tous accès. Donc, il fait cette fondation pour que les gens y aient accès. Et du coup, les fameux jardins dont vous parliez, aussi bien le jardin d'entrée où il y a sculpture de... Alors, ça change, hein, parce que le jardin d'entrée, les pièces changent de place, sauf le caldaire. Pour une question technique, c'est qu'il est imposant. Il est hallucinamment lourd. Or, il est posé dans l'herbe. Oui. Et pour pouvoir être posé dans l'herbe, en réalité, sous l'herbe, il y a une dalle de béton. Sinon, il s'enfoncerait dans l'herbe. Donc, on ne peut pas bétonner toute la pinède. Eh bien, vous avez sculptures de harpe, de Miro, de Calder, de Barbara Hepworth, de parfois Iseux, de sculptures de Bury, de Fontaine de Bury, une mosaïque de Fernand Léger, etc. Eh bien, quand après vous avez en revanche le labyrinthe de Miro, qui est cet immense jardin entièrement conçu par Miro, réalisé par Miro avec des céramiques. Alors là, il y a toutes les techniques que Miro a pu utiliser. Première sculpture en béton, céramique, marbre, bronze, fer. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a tout ce que Miro a pu, céramique murale, céramique en volume, tout ce que Miro a pu faire. Et dans la cour Giacometti, qui est la cour centrale, où vous avez les 2 hommes qui marchent, les grandes femmes debout et parfois les femmes de Venise, telles que Giacometti a installé cette cour, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'interdit à la fondation, parce que les sculptures ne sont... On peut toucher le marbre de Miro, l'oiseau lunaire de Miro, qui est son chef-d'œuvre absolu en marbre. C'est magnifique parce que la caresse des visiteurs a poli ce marbre. Ah oui, oui. Le bout des ailes est brillant, alors que la patine d'origine est mate. Ben moi, je trouve ça magnifique. Mais oui, mais oui, mais oui. Miro adore de là où il est. Parce que c'est une patine que vous ne pouvez pas vous payer. C'est une patine que vous ne pouvez pas commander à des techniciens. Seul l'amour des visiteurs, la bienveillance des visiteurs a fait cette brillance. C'est magnifique. Et ben, c'est dans le même esprit. Mon grand-père ne veut pas qu'il y ait d'interdit. Mon grand-père veut que des enfants n'aient pas peur de
de sculpture, puisse gambader dans le labyrinthe de Miro comme dans un C'est jeu, comme moi enfant, j'y courais pendant que la Fondation Max se mais oui. construisait. Il y a une image qui me touche infiniment, qui est dans votre livre, c'est celle-ci. Alors, j'aimerais bien qu'on la voit en plus grand, où vous êtes toute petite, mais Celle-là? voilà, oui, avec qui vous êtes. Bah, c'est la couverture de mon livre. Bah, j'ai que mon livre là dans les mains, mais Elle là, me, vous allez la voir elle me plein. touche beaucoup, cette photo. C'est quand même extraordinaire. Et puis, Voilà la photo. Tac, 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 tac. Hop. voilà. Donc, Et vous là, parlez si bien de Miro quand on voit comment, la façon dont il vous regarde, ah oui, c'est une très jolie photo cette aussi. complicité, Alors c'est formidable. là, sur cette photo, ici, donc, ici, on a Jacques Prévert, c'est lui qui m'a donné mon prénom, Yo-Yo. Ici, Pablo C'est pas Picasso. donné à tout le monde, hein, d'avoir un surnom choisi par Oui, Prévert. mais regardez, projetez-vous dans votre préadolescence. Oui. Pas facile pour une fille de s'appeler Yo-Yo à 14, Non? 15, 16 ans. Oui, oui. On rêve des filles qui s'appellent Valentine, qui s'appellent Hortense, qui s'appellent même tout simplement Marie. Euh, voilà, parce qu'on a envie d'être une jeune fille et tout ça. Moi, je m'appelais Yo-Yo. Donc, mais peut-être c'est ça qui a forgé mon Vous caractère. l'avez assumé Je très suis, bien. je suis là, et là, j'ai 3 ans et demi. Oui. C'est un an avant l'ouverture, un an et demi avant l'ouverture de la fondation. Et c'est à Antibes. Et oui, Et celle-ci aussi, vous êtes au piano avec Duke Ellington quand même. Excusez-moi du peu. oui. Bah ça, c'est parce qu'un jour, Duke Ellington est venu, non pas du tout en concert à la Fondation, mais il jouait le soir sur la Côte d'Azur et son producteur a proposé, et presque comme une répétition, qu'il vienne l'après-midi à la Fondation euh, jouer en extérieur. Donc Papy a fait sortir notre grand Steinway, parce que nous on habitait là, on avait la maison qui maintenant est devenue la bibliothèque, c'était la maison des enfants, Oui. puisque nous étions à l'époque 3 filles, et donc cette maison avait 3 chambres, et il l'avait faite construire par José Louis Cercle, le même architecte que celui qui a fait la fondation, sauf qu'elle a été achevée très peu de temps avant la fondation, donc on y habitait. Et c'est tout ça, la fondation, la maison, tout ça est dans la propriété de mes grands-parents. Donc, c'était notre jardin. Et donc, Papy fait sortir notre piano. Et Duke Ellington vient avec ses musiciens. Et là, encore une fois, c'est enregistré, c'est filmé, C'est c'est ça très qui est bien extraordinaire. enregistré. C'est-à-dire avec vraiment avec un preneur de vue, avec un preneur de son, avec. C'est pas du film d'amateur, c'est vraiment. Alors là, on est en 66 et bah, il n'y a pas de spectateurs puisque c'était pas prévu, c'était voilà. Oui, c'était dans l'intimité familiale. Comme je jouais du piano, j'avais donc 7 ans. Euh, Papy a proposé que je joue avec Duke Ellington. Pas mal. Pas Pas mal. mal. Si, je mens quand je dis qu'il n'y avait pas de spectateur, il y avait un spectateur. Outre mon grand-père, etc. Mais il y avait Miro C'était qui était là. c'était Miro qui était au-dessus du piano, qui vous Miro regardait. était là, Miro regardait tout, et Duke Ellington a improvisé, c'est une somptuosité, a improvisé un blues for Miro qui est. Donc il avait quand même son batteur, la contrebasse, donc batterie, contrebasse et piano. Donc c'était un trio parfait, et Duke Ellington a improvisé un blues for Miro. Formidable. Et ce qui ressort et qui m'émeut beaucoup, qui m'a beaucoup touchée, c'est que ce soit en vous écoutant maintenant ou en lisant, puisque j'ai lu vos livres et puis je vous suis au quotidien sur les réseaux sociaux, puisque vous avez la gentillesse et la générosité de partager des tas d'histoires, des tas d'images, des tas de photos, quelquefois drôles, quelquefois anciennes, quelquefois tragiques. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que il ressort de tout ça une ambiance, une atmosphère d'amitié, d'amitié partagée, d'estime, quand on voit tout le monde se mélange, que ce soit les écrivains, les peintres, les sculpteurs, les musiciens, ils se connaissent tous, ils se
peignent les uns les autres. Je trouve ça formidable. C'était une grande équipe et c'est votre grand-père qui avait réuni tout ce monde et vous avez baigné Oui, là-dedans là, dès votre plus jeune il y a âge. quand même des éléments historiques pour ça. D'abord parce que les artistes vivent toujours en communauté. Ils ont besoin d'être enrichis et de s'enrichir les uns les autres. Moi, je dis toujours, vous prenez Picasso, vous le mettez au milieu du désert, il ne devient pas Picasso. Picasso, il rencontre Reverdy, il rencontre Néchard, il rencontre tous les artistes. C'est pour ça qu'il vient à Paris d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils venaient tous à Paris. C'était pour retrouver cette communauté artistique. Or, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand mon grand-père ouvre sa galerie à Paris, aidé par Bonnard, par Matisse, le monde de l'art est ravagé. D'abord parce que beaucoup de grands marchands étaient juifs, donc ont été assassinés ou ont réussi Aussi. à fuir. Mm. Les artistes, également. Donc, il n'y a plus de lieu de rencontre de ces artistes. Et ça, c'est sans doute ce qu'a réussi extraordinairement mon grand-père, c'est de recréer une communauté artistique à Paris et d'être finalement le point de ralliement. Et sa galerie est devenue le point de ralliement. Et il l'a organisé comme ça d'ailleurs, parce que avant d'arriver à Paris, quand il était réfugié à Vence pour fuir Cannes, il a embarqué avec lui des écrivains. Et il avait fait cette communauté littéraire, artistique et littéraire. Et quand il fait l'exposition en 1947 qui s'appelle Le surréalisme en 47, il réunit, avec rien à vendre, il est dingue, il est vraiment dingue, il réunit toute la communauté artistique internationale. Mais c'était pas l'esprit, peut-être je me trompe, je connais pas bien, du surréalisme, de tout oser, de n'avoir peur de rien, tout envoyer promener. Oui, d'accord, mais quand vous êtes orphelin, que vous n'avez personne derrière vous, ah oui, non, mais il fallait il ouvre une galerie à Paris sur plusieurs étages. Sa première galerie, c'est tout de suite plusieurs étages, et que donc vous avez des frais absolument considérables. Vous n'êtes pas un artiste, mais prendre le risque de faire une exposition qui dure des mois, où des artistes sont venus des quatre coins du monde, où ils éditent un livre, où en 47, on est encore à peu près au sortir de la guerre. La plus grande difficulté a été de trouver du papier pour faire le catalogue. Oui, je dis pas que c'est inconscient, c'est pas du tout inconscient par mon grand-père, mais c'est une conviction et passion évidemment, une conviction qu'il faut faire ça, qui dépasse je dis même pas le calcul financier, c'est même pas évoqué. Ah, il a dû prendre beaucoup de risques, bien sûr. Qui dépasse presque la sagesse. Qui dépasse la sagesse. Et convaincu du bien fondé de son action. Et vous voyez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'aime bien évoquer, parce que pendant des années, on m'a dit c'est formidable, ton grand-père a cru en l'œuvre de Miro avant tout le monde, a cru en l'œuvre de Giacometti avant beaucoup, a cru en l'œuvre de Tapies, de Chillida, a cru en Calder, a cru je sais pas, en Hubac, a cru en Fernand Léger, a cru en etc. En Chagall, bien sûr. Eh bien, un jour, un peu excédé, j'en avais marre qu'on me sorte toujours cette phrase il a cru, il a cru. J'ai répondu, et si par hasard, c'était Giacometti qui avait cru en mon grand-père, et si par hasard, c'était Bonnard qui avait cru en mon grand-père, oui, vous avez par raison. hasard, c'était Miro qui avait cru en mon grand-père. Je crois que c'est la réalité. Je crois que c'est eux qui ont cru en lui. Oui, enfin, la réciproque est vraie aussi. C'est une confiance mutuelle et spontanée de gens qui étaient habités par leur art, votre grand-père qui a cru en eux, eux qui ont cru en Aimé Max, c'est une belle aventure. Et vous la poursuivez avec les peintres contemporains d'aujourd'hui? Ben oui, c'est ça le plus important. Je vais essayer de vous trouver cette photo avec Miro quand même que vous avez évoquée. Voilà. Hop, ben voilà. Donc, alors attendez, où est-ce qu'elle est? Elle est à ma main. Là, donc il faut que je fasse comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez là à l'écran. Oui, voilà, vous avez le doigt sur. Voilà, c'est bien. C'est bien.
hop, je rapproche. Donc On voit là, toute la tendresse de Miro qui regarde cette petite fille et je me souviens que vous aviez évoqué que dans votre chambre d'enfant, vous aviez des toiles de Miro. dans nos chambres, on avait d'abord, Sûrement, il y avait quand même un truc qui était vachement bien dans ma famille, c'est que les enfants n'étaient pas du tout mis à l'écart. oui, ça, Et vous avez du pot parce que ce n'est pas mon cas. au milieu, on va dire, on était au milieu. Oui, Et donc, on n'était pas comme d'ailleurs mes copines de classe. Bon, j'avais peu de copines parce que j'étais assez malheureuse à l'école. Euh, on était trop en décalage en fait. Mais dans les j'imagine. appartements bourgeois du 7e Oui, arrondissement où j'ai grandi, oui, oui, les chambres des enfants étaient au fin fond de couloir, après la cuisine, après bien quasiment sûr, les offices, etc. Alors que nous, on bien était sûr. vraiment au milieu. Et on avait quoi sur les murs? D'abord, il n'y avait pas de frontière entre les salons, la bibliothèque, la salle à manger, etc., etc., et les chambres des enfants. Et on avait évidemment des œuvres, des artistes, du quotidien de la famille Mag. Bien Et sûr, comme en plus, très souvent, ces œuvres, d'abord, il y avait des nouvelles qui arrivaient sans arrêt, et puis très souvent, ces œuvres étaient prêtées pour des expositions. Alors, un Chagall remplaçait un Miro, un Fernand Léger remplaçait un Calder, ou un Giacometti. Donc, évidemment que c'est fabuleux, parce que c'est un imaginaire beaucoup, beaucoup plus riche que Walt Disney. Ça fait pas photo. Moi, je dis un toujours, imaginaire qui vous laissait un tableau rêver. de Chagall. Imaginez un tableau de Chagall avec un âne bleu qui vole dans le ciel, avec une chèvre rouge, un clown un arlequin ou un acrobate plutôt, qui a la tête à l'envers au-dessus de Notre-Dame, avec la tour Eiffel qui Je vois la toile, oui. nous, on est dedans. Nous, on est un enfant. Quand je Bien dis sûr. nous, c'est moi Oui, oui, petite. oui, 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 c'est les Encore filles, aujourd'hui, j'ai tendance à dire, on est dans ce tableau bien sûr, beaucoup plus que dans Blanche-Neige par Walt Disney, même si c'est bien sûr, bien remarquable et sûr. tout ça. Quelque part, ça bride euh, notre créativité et même notre imaginaire. Alors que une sculpture de Miro, si en plus vous avez le titre, Femme et oiseaux, déesse de la féminité, l'œuf de mammouth, etc., euh, ça ouvre votre imaginaire complètement. Parce que une chèvre bleue peut voler dans le ciel de Paris. Voilà. Et C'est moi, je magnifique. suis sûre d'avoir vu des chèvres bleues voler dans le ciel de Paris. Et je suis sûre que demain, je verrai un âne rouge voler au-dessus de la Bastille. Voilà. C'est comme ça. Moi, ce que j'admire beaucoup, c'est quand j'habitais Paris, j'ai souvent eu la chance de voir des expositions en privé avec des explications particulières, etc. Et je trouvais ça très agréable. Mais ce que j'aime chez vous, c'est la façon dont vous nous apprenez à regarder un tableau. Et même à travers mon écran, je peux apprécier, on en parlera peut-être un petit peu plus en avant. Ben non, je crois que je vois l'heure qui défile à toute allure. Donc, on va parler de vos expositions contemporaines. Mais je pense à celui pour qui, grâce à vous, j'ai eu un coup de foudre. Mais alors, je rêve de le rencontrer. J'aimerais avoir des toiles chez moi. C'est Thierry Lefort. J'adore. Et la façon dont vous décrivez sur certaines toiles que l'ombre est penchée à gauche d'un côté, à droite de l'autre, quand vous le dites, c'est évident. Mais l'équilibre de la toile est tel que c'est pas ce qui saute aux yeux en premier. Et j'aime beaucoup cet apprentissage que vous nous apportez au fil des jours. Donc Alors, là, vous avez... Oui, j'espère quand je commente un tableau, j'espère ne pas être descriptive. Parce que moi, j'aime pas il y a beaucoup de catalogues d'expositions que je referme, toujours en râlant, parce que je suis quand même une râleuse, que je referme parce qu'on me dit qu'en haut à gauche c'est jaune, qu'en bas à droite c'est rouge, etc. Bon, j'ai des yeux pour voir quand même. Donc moi, j'aime pas qu'on me décrive ce que je vois. Par contre, j'aime pas non plus trop qu'on m'explique, mais j'aime qu'on me donne des clés. mais c'est ça que vous faites. Moi, je le reçois comme ça, c'est Voilà. ça? Et ben, Thierry Lefort, je vais vous montrer des choses. Attendez, comme je suis à mon bureau,
hop, je peux sûrement Alors, trouver. qu'est-ce Oui, que je vois? On voit pas les images. voilà, ça c'est, on va commencer par un portrait, on va commencer par ça. Voilà. Ça, c'est une petite plaquette que j'ai faite de Thierry Lefort, j'essaie de la mettre droite, voilà. Donc voilà Thierry devant un de ses grands tableaux. Et Thierry, c'est un artiste que j'expose maintenant depuis pas tout à fait 2 ans. Et ça a été une super rencontre. C'est vraiment. Alors, il a un atelier entre Paris, un à Paris et un à Los Angeles. Donc, il est passionné par la lumière et la composition. Et moi, ce que j'ai aimé dans son travail, alors là, vous voyez, par exemple, c'est une très grande toile qui, en réalité, est composée de 8 toiles Ah d'accord. composées. Et il aime composer ses grands tableaux comme ça. D'abord parce que c'est un jeu entre la figuration et l'abstraction, parce que finalement, chaque carré, quoi, chaque toile est un bout d'abstraction. Et c'est comme un puzzle finalement qui ne se réalise qu'une fois Rassemblés. rassemblé. Et en plus, c'est un hommage aux compositions de Mondrian qui Oui, sont des carrés de couleurs, oui, oui, oui. se composent de la même façon. Et alors Thierry, c'est très bien que vous m'ayez fait couper mon téléphone avant qu'on commence, parce que normalement, il m'appelle au moins 2 ou 3 fois par soir, parce qu'on a toujours des choses à se raconter. Pas des choses de métier ni quoi que ce soit, mais je sais pas, on a un truc, une idée, on a envie de la partager, un film qu'on a vu, on a envie d'en parler. Hier soir, j'étais à un concert extra, donc évidemment, j'en ai parlé, il ne pouvait pas venir, mais demain, on va ensemble à des vernissages. Évidemment, on parle de voiture aussi beaucoup avec lui, tout ça. Donc, vous savez, exposer un artiste, c'est pas se plonger dans ses peintures ou ses sculptures ou son œuvre et ne regarder que ses sculptures et son œuvre. Moi, je le dis toujours, et je le disais beaucoup à mes étudiants quand je donnais des cours, je disais, on prend le tableau le plus connu du monde, Mona Lisa, on va voir Mona Lisa, on en a une lecture. On va voir un film de Godard, et on retourne voir Mona Lisa, on a une autre lecture. Parce que le film de Godard nous a ouvert le regard, un regard supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il se passe un phénomène merveilleux, c'est que l'art ne se démode jamais. Hier, je montrais à, je peux dire, une amie, une photo de Matisse avec sa femme et sa fille, donc de Henri Matisse, Oui. devant la grande peinture Luxe 1. Et je lui disais, c'est passionnant parce que la photo, on est dans le passé, par la coiffure de la femme de Matisse, par la coiffure de Marguerite Matisse, par le look de Henri Matisse, et même par tout le reste. Et derrière eux, c'est une photo en noir et blanc, bien sûr, et Oui. derrière eux, il y a le Luxe 1, et le Luxe 1, on est aujourd'hui. C'est-à-dire dans cette même composition de photographie, on a tout le passé, Oui. et tout le présent, voire le futur. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'art, c'est que vous pouvez regarder Mona Lisa, elle est actuelle, elle est contemporaine. Vous regardez une voiture qui a 10 ans, c'est une voiture qui est démodée, en tout cas d'une époque. L'histoire Mais de l'art est un merveilleux chemin qui se déroule avec plein de petits cailloux, plein de propositions différentes, plein de propositions en plus. Il n'y a jamais une pensée unique dans l'art. On veut nous imposer une pensée unique, c'est de la connerie. oui, parce que 1914, je donne juste cet exemple. C'est pour ça que moi je m'amuse. Je m'amuse dans l'histoire de l'art, imaginez-vous. Mais je m'amuse plus que dans un jeu de loi, plus que dans un jeu mystère, plus que dans une énigme policière. C'est rigolo, l'histoire de l'art est absolument rigolote. Et quand vous pensez qu'en 1914, il y a 2 monuments de l'histoire de l'art qui ne ressortiront plus jamais, qui ne seront plus jamais contestés, qui sont les Nymphéas de Claude Monet et la oui. route bicyclette de Marcel Duchamp. C'est la même année, c'est dingue. Lequel Marcel Duchamp a dit: «C'est le regard qui fait l'œuvre».
Évidemment, c'est C'est ça, votre histoire de l'art n'est pas mon histoire de l'art. absolument, absolument, Vachement bien quand même. absolument. Vous vous rendez Oui, compte oui. la générosité, on s'approprie leurs tableaux, il suffit de les voir une fois, ils sont à nous. Mais vous m'avez vraiment interpellée et amusée et puis après j'ai réfléchi, j'ai dit: «Mais oui, c'est évident». Dans le TEDx que vous avez fait sur les NFT et en citant d'abord Mona Lisa. Donc c'est extraordinaire. Il faudrait peut-être expliquer, à ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est qu'une NFT. NFT, bon, c'est compliqué, ça veut dire non-fungible token. Ce sont Oui, en fait, ce sont des certificats. Oh, c'est trop compliqué à expliquer en 3 minutes. Je vois qu'on n'a plus trop le temps. J'ai fait cette conférence TEDx qu'on peut retrouver très facilement sur les oui, réseaux sur sociaux votre site et, aussi. et Oui. sur mon site aussi. Et, euh, et c'est assez marrant parce que là, il y a un Mais ça architecte. m'a beaucoup plu que vous commenciez par Mona Lisa. On a parlé Il hier soir, on faut m'a le faire dit, quand je ne même. comprenais rien au NFT, et quand vous avez parlé et fait un comparatif avec Mona Lisa en osant dire, parce que j'ose dire que Mona Oui, Lisa mais ben là, il fallait oser, oui. est le premier NFT, et cet homme qui me tutoyait d'ailleurs hier soir m'a dit, quand j'ai vu ton truc sur TEDx sur les NFT, j'ai tout compris aux NFT. Ça faisait des mois que tout le monde essayait de m'expliquer ce que c'était et je comprenais rien. Et toi, ton explication est devenue limpide. Donc, je vais pas la Absolument. faire en 2 minutes parce que quand même, je continue avec Thierry Lefort. Donc, Oui, voilà, Thierry, pardon. je viens de faire une exposition de lui au mois de novembre. C'est un artiste qui vit à Paris. Donc, c'est toujours beaucoup un travail sur Los Angeles, sur les ombres, sur la composition. J'essaie d'enlever aussi le reflet. Et là, il vient de réaliser pour la ville Le mur. oui, de Los Angeles, pour le comté de Los Angeles, la ville de Burbank, il vient de faire un mur de 150 mètres carrés qu'il a peint lui-même. C'est un fou de travail, un passionné, un, voilà, un artiste entier sa vie et son œuvre et sa vie, c'est vraiment merveilleux. Et Alors, j'ai la chance de travailler avec lui ah oui, et oui, c'est beaucoup de chance. ensemble. Et nous avançons ensemble, c'est ça qui est bien. Alors il y a un autre artiste quand même que je ne peux pas ne pas, dont je ne peux pas ne pas parler, euh, Aki Kuroda. Aki Kuroda. Alors Aki, il est derrière moi un petit peu, je vais essayer de vous montrer, voilà. Ah oui, Il y a oui, oui, il faut la montrer. ce grand tableau qui est très emblématique de son travail, Tout à avec le fait. cosmos comme ça, avec cette figure humaine au centre, la sculpture blanche qui est de ce côté et de lui également. Les petites, ah oui, tout est à l'envers. Les petites rouges également sont de lui. Alors Aki, c'est vraiment, c'est mon fil rouge. Je peux pas dire autrement. On s'est connus, j'avais 19 ans, donc ça fait 45 ans. Et Bravo. 45 ans qu'on travaille ensemble, avec un bonheur sans cesse renouvelé, sans cesse mis en danger. C'est ça qui est extra. C'est qu'il n'y a pas de. Vous n'avez peur de rien parce que je me souviens de l'installation d'une exposition, c'était dans le Midi avec des toiles immenses qui étaient très lourdes à porter. Dans une C'était pas église. gagné. Dans une Dans église une baroque. église, oui, dans une église. C'était Oh, pas gagné. alors, je vais vous dire, de toutes les expos que j'ai faites, et tout à l'heure, ça m'amusait votre liste, parce que je me souviens même pas d'avoir fait tout ça. Quoi. J'en ai fait plus de 100 en réalité, mais parce que j'en ai fait presque 30 en Chine, uniquement en Chine. Ah oui. L'exposition, alors tant pis pour les autres artistes, je suis désolée pour eux, mais ils me comprendront, euh, qui m'a le plus étonnée aujourd'hui d'avoir faite. C'est-à-dire, je ne me suis même pas rendu compte à l'époque du challenge que ça a représenté. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'exposition Aki Kuroda dans le Imperial City Museum, dans le musée de la Cité interdite. C'est-à-dire mettre un japonais au centre de la Cité interdite. Il n'y a que moi pour même pas avoir conscience que c'est impossible. Si Les j'avais, gènes de, les si gènes de j'avais votre grand-père qui ressortent là. peut-être, ou de l'inconscience. Et voilà, ça, La même chose. c'est le truc où je me dis, mais comment même tu as pu y penser, Oui, ben oui. puisque c'est une de mes propositions, Et comment ça, même tu c'est as pu y fait. penser, comment même tu as pu convaincre la ville de Pékin, mais le musée de la cité impériale, comment même tu y es arrivé? Oui. En plus, en 2007, pardon. C'est-à-dire avant
La Chine, elle s'est ouverte au moment des Jeux de Pékin en 2008. Oui. Moi, ça faisait des années que je travaillais en Chine. Ça a été génial. Alors, je vous montre quand même quelques trucs d'Aki. Aki, aujourd'hui, je crois que j'ai posté un truc, j'ai dit c'est le plus rocker des jeunes artistes. Bon, Aki, Oui, 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 oui. il a 76 ans, je vous assure, c'est le plus rocker de tous. C'est inouï. Voilà, voilà aussi. Alors ça, c'est très intéressant parce que, non, de ce côté-là, comment je fais là? De ce côté-là, on croit que c'est une exposition dans un musée. Ben, pas du tout, c'est en 2000 et c'est entièrement numérique. Alors vous pouvez comprendre pourquoi je me suis penchée très tôt sur les Mais oui, NFT, parce qu'en mais oui, 2000, on faisait je déjà ça comprends, avec Aki. je Alors comprends. voilà encore des grandes peintures très emblématiques de son travail, Cosmo Garden. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec notamment les astrophysiciens. Il a fait plusieurs couvertures de livres de Hubert Reeves. Alors c'est toujours des très grands formats. Aki, c'est compliqué parce que le format standard d'Aki, c'est 3 mètres par 2 mètres. Donc voilà, ces lapins aussi qui sont très marrants. Alors en ce moment, je suis en train de produire, et ça va être formidable, c'est un projet qui a mis des années, parce qu'il a été interrompu, parce qu'on a fait d'autres choses avec Aki, parce que la société italienne qui faisait ça a changé, etc. On est en train de produire des lapins de Aki de 60 cm de haut, en Oui. vinyle coloré. C'est juste à tomber par terre, et certains de 2 mètres pour mettre dans les jardins. Ça va Oh être là là. absolument génial. Voilà, plein d'expositions d'Aki, j'en ai fait partout, en Chine, au Danemark. Ça, c'est Quel est le pays qui lui a réservé le meilleur accueil? le Par Japon, bien sûr, puisqu'il est japonais. Oui. Bah, les États-Unis, maintenant, il a des très grandes expositions. Encore cette année, il a fait, non, quoi, 2022, il a fait une immense exposition à New York, avec que C'est des très grands la Richard Taittinger Gallery, c'est ça? absolument, Richard Tettinger Oui. Gallery, et C'est vous dont j'ai qui avez inauguré cette galerie aussi? non, non, j'ai pas inauguré Non? la galerie. Je connaissais pas Richard, et en fait, j'ai fait la présentation en 2014. J'ai fait la présentation de mon livre aux États-Unis dans sa galerie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, Ah, quoi, de très mon bien. livre, de celui-là, parce que j'en ai fait d'autres, mais de celui-là. Et, et puis, on a fait plein d'expos depuis ensemble. Jacques Monory, qui était un artiste de mon grand-père, donc moi, je me considère devoir continuer l'engagement que mon grand-père avait eu vis-à-vis de ces artistes. Et donc, si personne ne s'y met finalement, je dois continuer, et j'ai organisé l'exposition Monory à New York, puis celle de la figuration narrative avec beaucoup d'artistes qui étaient chez mon grand-père, Adami, Arroyo, Fromanger, bien sûr. Alors certains qui n'étaient pas chez mon grand-père, comme Hérault ou Rancillac. Voilà, et ça a été une très très grosse exposition l'année dernière, euh, qui a eu lieu aussi à New York. Et voilà, et à qui je fais régulièrement des expositions avec lui, et c'est mon grand ami. Je peux dire que c'est mon grand ami. Oui, oui, mais ça transparaît dans on voit la connivence qui existe et l'amitié qui existe Ouais. entre vous, dans tout ce que vous nous montrez. J'ai, Aki, pour dire un dernier mot sur Aki, oui. j'avais 19 ans, et rue Saint-Benoît, et c'est une femme qui déjeunait au Petit Saint-Benoît, à une table du Petit Saint-Benoît, qui me l'a présentée dans la rue. Et après, d'autres personnes me l'ont présentée. Mais cette femme, c'était Marguerite Duras. Ah, d'accord. Voilà. À qui je disais bonjour, tout simplement parce que son fils était à l'école de la rue Saint-Benoît, et que ma sœur Flo et moi, nous étions aussi à l'école de Dans la la rue même Saint-Benoît. école. Et donc, on connaissait Marguerite Duras par des relations scolaires d'enfants. Voilà. Et c'est elle, du coup, c'est incroyable, c'est elle qui a signé le texte, qui a écrit le texte du premier catalogue d'Aki Kuroda, de la première expo que j'ai faite avec lui. Ah, formidable, formidable. La Mais fidélité. oui, oui, mais cette aventure est absolument extraordinaire parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les fils sont liés, se croisent et s'entrecroisent et se recroisent, que ce soit la littérature, la musique, la peinture, et c'est vraiment une belle aventure. C'est
j'avais relevé ce discours d'Albert Camus qu'il a prononcé à Stockholm pour la réception du prix Nobel, où il disait: l'art, je lis pour pas me tromper, l'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible. Elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude. Et c'est là qu'il rejoint l'écrivain. C'est magnifique. Je ne connaissais pas, ignorante comme je suis. Oh, Non, c'est magnifique. Et oui, d'abord, il y a une chose il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre amitié dans le travail et copinage. Ça n'a rien à voir. Mon grand-père, la relation avec Bonnard ou avec Miro, ils se sont écrits des centaines de lettres entre mon grand-père et Miro. Avec Matisse, le musée Matisse de Nice a fait une exposition autour des lettres, tellement il y en a, entre Matisse et mon grand-père. oui. Mon grand-père n'a pas exposé Matisse parce que c'était son copain. Il a exposé Matisse parce que c'était un immense artiste. Oui. Et dans le cadre du travail, ils sont devenus amis. Exactement comme moi avec Aki, ça ne me viendrait pas à l'idée, alors Aki on se tutoie, oui, parce qu'on s'est connus très jeunes, etc. Bien sûr. Ça ne me viendrait pas à l'idée de taper sur l'épaule d'Aki. Vous voyez, c'est pas. Non, on a un respect l'un pour l'autre. On avance ensemble et on va. Moi, je ne dis pas que je les aide. Je dis juste, je leur fais gagner un petit peu de temps. Un grand artiste, quoi qu'il arrive, Miro, quoi qu'il arrive, il aurait été reconnu comme Miro. Juste, mon grand-père a fait qu'il a été reconnu peut-être pour plus de choses, notamment le labyrinthe de Miro à la Fondation Mag, et peut-être plus tôt. Voilà, il les a portés, au regard du public. Il a aidé à porter l'œuvre de Miro au regard du public. Bon, les grands artistes seront toujours reconnus. Il n'existe pas d'artiste maudit. Le temps met tout en place. Et vraiment. C'est mieux qu'ils soient appréciés de leur vivant quand même, pour leur goût. Vous savez pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que le succès d'un artiste, vous savez ce que ça lui apporte ? Ça lui apporte peut-être de la satisfaction ou parfois de la crainte. Oui. Ça leur apporte surtout des moyens de produire. Un artiste qui est inconnu, ça veut dire qu'il ne vend pas, et donc automatiquement, il n'a pas de moyens pour produire d'autres œuvres. Pourquoi Miro, ça a été fabuleux, la rencontre avec mon grand-père et quand même la notoriété et donc les ventes dont il a bénéficié à travers la Galerie Mag, c'est qu'il a pu se faire construire d'abord sa fondation à Barcelone en 1974, 10 ans après la Fondation Mag, ouvre à Barcelone la Fondation Miro par le même architecte que la Fondation Mag, puisque c'était un Catalan présenté par Miro, José Luis Sert, mais aussi pour pouvoir, à 80 ans, avoir des châssis de 5 mètres par 8 mètres, pouvoir faire de la céramique, pouvoir faire de la tapisserie, pouvoir faire des bronzes, pouvoir avoir des assistants dans l'atelier de bronze, pouvoir faire des gravures au carborundum, pouvoir faire des sculptures monumentales. S'il était resté un artiste, c'est un grand artiste. À 8 ans, on savait que c'est un grand artiste. Quand vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir accès aux réserves de la Fondation Miro de Barcelone, c'est à pleurer de beauté, c'est hallucinant. En plus, il a tout gardé, ses parents ont tout gardé. Donc à 8 ans, il signait déjà, il datait déjà ses dessins. Vous voyez à 10 ans que c'est déjà un génie. Donc voilà, c'est pas mon grand-père qui a fabriqué Miro, c'est pas non plus Pierre Matisse avec qui il partageait le contrat Miro pour les États-Unis. C'est pas eux qui ont fait. Mais sans votre grand-père, ils auraient peut-être pas aussi bien réussi. Ils n'auraient pas pu déployer leur œuvre. Voilà, en fait, ça aurait été dommage. Déployer leur œuvre. Donc c'est le rôle des découvreurs, des galéristes. Quelle est la différence dans l'influence que peut avoir un galériste, vous l'avez démontré, et un critique d'art? Est-ce que les artistes sont sensibles aux critiques professionnelles qu'on lit dans les journaux, qui assassinent comme ils encensent
sans toujours que ce soit justifié, à Bah, mon avis. moi, je peux vous parler des critiques d'art du 19e siècle, du 20e siècle, du 21e siècle. Personnellement, je connais des journalistes d'art, je connais des extraordinaires commissaires d'exposition. Des critiques d'art, ça fait longtemps que j'en ai pas croisé. Pour la bonne raison que ce qu'il y a dans les magazines d'art est écrit avant que l'exposition ne soit montée. Ah, Mais oui, quand vous avez un d'accord. magazine qui sort avec l'exposition qui a lieu, si c'est un mensuel, le texte a été écrit 4 mois plus tôt. Donc, ils Ouais. n'ont pas vu l'exposition. Donc, ils ne peuvent que retranscrire ou écrire un ressenti par rapport à un dossier de presse. Oui, Moi, donc en aucun cas refléter l'émotion qu'auront ressenti les spectateurs, les moi, visiteurs. je suis peut-être sotte, mais j'ai besoin d'un rapport physique avec l'œuvre Ben oui, d'art. ben oui, oui, Même si oui. je mets beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, c'est juste pour donner envie de s'approcher de l'œuvre, Vous réussissez très bien. pas pour la connaître et pas pour avoir justement l'émotion. C'est juste allez-y, allez voir ça, ou essayez de connaître ça, essayez de voir ce tableau et tout ça. Mais donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de critique d'art. Quand ils sont critiques d'art, souvent, et c'est tant mieux, et ça j'en connais des merveilleux, ils organisent des expositions. Mais Oui, sinon, d'accord. je vous dis, ce sont des journalistes d'art. Oui, Bon, ils font un métier de journaliste. d'accord. Oui. Je vais encore me faire des copains. Heureusement, Désolée, non. désolée. Yo-Yo, nous arrivons au bout de cette heure que je n'ai pas vu passer. J'avais des tas de questions à vous poser. Ça sera sûrement pour une autre fois. Enfin, une autre. J'espère que vous accepterez de revenir. Oui, avec Et grand plaisir. quelle serait votre conclusion sur notre, notre rencontre de ce Bah, soir? Le petit mot de la fin pour d'être nos incroyablement. spectateurs? Voilà, moi je suis curieuse de tout. J'aime le théâtre, j'aime le cinéma, ou je n'aime pas le cinéma, mais en tout cas, je crois que plus on se, je ne veux pas dire enseigner, plus on a d'informations, plus on s'informe, plus on aime et plus on a de questions. Oui. C'est très banal ce que je dis. Plus on Non, connaît, non, plus c'est on très sait. ressenti. Et Euh, plus on a envie aussi. Et plus on a envie, je vous dis, allez voir tous les jours, ou choisissez pour les Parisiens, mais en province, vous avez beaucoup de musées aussi ouverts, on peut avoir des cartes qui font que c'est pas très cher, il y en a beaucoup qui sont gratuits, il y a toujours des journées gratuites. Oui. Choisissez-vous une œuvre fétiche. Allez la voir 10 fois par an. C'est pas parce que vous l'avez vue une fois que c'est comme si on disait, voilà, mon mari, je l'ai vu une fois, ça me suffit. Ben non, moi j'ai besoin Bon. d'une histoire d'amour tous les jours. Ben, c'est la même chose. Comme je vous comprends. Comme je vous comprends. Allez voir, prenez-vous une œuvre fétiche, allez la voir 20 fois par an, 10 fois par an, 10 fois par semaine si vous pouvez. Ça ne Et sera jamais la même. non, et à chaque fois, c'est une découverte. On va se quitter sur ces mots, Yo-Yo. J'ai oublié de vous dire, le générique va défiler, mais restez en ligne, surtout ne partez pas tout de suite. Et moi, je vous dis au revoir à tous, chers amis et internautes. Et avant de vous quitter, je vous signale et je vous rappelle que tout de suite après notre émission, vous aurez la capsule de Marion Sigaud, historienne, qui revient pour notre grand bonheur sur TVADP. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.